Google permet l'accès à de multiples applications dont la majorité sont gratuites. Vous avez pratiquement l'équivalent à un PowerPoint, vous avez l'équivalent à un Excel, vous avez aussi Docs qui vous permet de partager des documents et de travailler à distance sur ce document en simultané avec plusieurs utilisateurs, etc. Donc on verra certaines de ces applications et on regardera particulièrement deux applications qui sont très importantes pour vous. C'est la traduction d'une part et deuxièmement c'est Google Scholar qui donne accès à toutes les publications scientifiques. On verra plus tard des applications qui utilisent des résultats de Google comme Publisher Parish ou certains clustering engines, mais on le fera dans une autre partie du cours. Google permet deux types de traduction. Le premier type, c'est celui qui permet, par couper-coller ou en tapant une phrase dans une langue donnée, avoir sa traduction dans une autre langue. Alors c'est excessivement intéressant. Vous avez soit la frappe que vous utilisez vous-même, soit vous faites un couper-coller, et à ce moment-là, même si vous devez corriger la traduction qui vous est fournie, vous n'aurez pas à la retaper, et vous aurez à gagner un temps précieux, parce que vous n'aurez à effectuer que certaines corrections. Le deuxième mode qui vous est offert au niveau traduction, c'est lorsque vous avez des résultats de recherche dans une langue, vous pouvez regarder à la suite du titre du résultat la fonction traduction qui est offerte par Google. Ceci vous permet, à partir d'une recherche par exemple en portugais avec des informations en portugais, d'avoir la traduction en anglais ou la traduction en français selon le paramétrage de Google que vous avez effectué auparavant. Nous allons utiliser maintenant le premier type de traduction qui est offert par Google. C'est un système classique, après une recherche, vous avez des résultats. Vous avez sur la droite de votre écran un petit carré. En cliquant dessus, vous accédez à la fonction Translate. Cette fonction va vous permettre de rentrer une phrase en la tapant vous-même et d'avoir la traduction en plusieurs langues. Donc c'est excessivement intéressant pour travailler lorsque vous avez une expression que vous ne connaissez pas. Donc si vous tapez ici une phrase en français, vous aurez son résultat en anglais immédiatement. Et si vous choisissez une autre langue, vous pouvez avoir le résultat en portugais ou dans n'importe quelle autre langue que vous pouvez choisir à travers le panneau de changement de langue auquel vous avez accès. Nous allons passer maintenant à la traduction des résultats qui sont offerts par Google. Nous allons nous mettre en anglais, effectuer une interrogation en anglais et nous obtenons des résultats qui sont en langue anglaise, et comme nous sommes paramétrés dans une langue d'origine anglaise, il n'y a pas de traduction offerte par Google. Donc vous pouvez le constater sans aucun problème, même si vous allez plus loin dans l'exposé des différents résultats. Changeons maintenant de langue. Nous allons passer en français. Nous paramétrons le logiciel et nous gardons la même interrogation en anglais. Vous voyez qu'à ce moment-là, les résultats en anglais sont associés au niveau du titre à traduire cette page, c'est-à-dire que Google vous donne alors la possibilité de traduire la page anglaise dans la langue que vous avez choisie au départ, et vous voyez ici une traduction qui est réalisée à partir d'une référence qui était en anglais. On peut de cette façon travailler sur d'autres langues et par exemple rechanger la langue pour passer dans une langue qui est le portugais. À ce moment-là, vous paramétrez Google en portugais et vous voyez à ce moment-là que la traduction des pages vous est offerte, mais non plus en français, mais en portugais, langue choisie. Traduisir esta pagina, et vous voyez que la traduction est effectuée maintenant en langue portugaise. Donc ceci est excessivement versatile, ça vous permet de travailler sur des langues différentes en interrogation et d'avoir après accès aux traductions des différentes données. Une autre application intéressante de Google est Google Scholar. Google Scholar est une application qui donne accès aux publications de recherche et aux brevets US, ainsi qu'à la jurisprudence de la Cour fédérale américaine et aussi de la Cour de la Californie. Alors, Google Scholar est intéressant pour plusieurs raisons, parce que son indexation est beaucoup plus large que celle du Web of Science. Il indexe
des publications avec comité de lecture et des publications qui éventuellement n'ont pas de comité de lecture ou des rapports ou des thèses ou des livres. Dans ces conditions, la recherche que l'on effectue sur Google Scholar est plus riche d'une part que celle du WHOIS, et d'autre part, ce qui est intéressant, c'est que si l'on recherche des idées ou si l'on recherche des résultats qui n'ont pas fait l'objet de publications dans des journaux dits de haut rang et classiques, on pourra les retrouver dans Google Scholar. Google Scholar permet aussi de retrouver, en même temps qu'une recherche académique, des brevets. Et c'est en quelque sorte intéressant parce que dans certains domaines, cela permet de faire un pont entre la science et la technologie. Enfin, Google Scholar a été fortement décrié dans les milieux scientifiques par des gens qui préfèrent l'utilisation du Web of Science. Mais le Web of Science, bien qu'il utilise des revues qui soient des revues dites de haut rang, indexées et qui servent à faire des classements pour les chercheurs, pour les universités, etc., ce qu'on appelle le ranking, a un problème, c'est qu'il est très connoté anglo-saxon d'une part, et que d'autre part, cette base de données est payante, alors que Google Scholar est gratuit. La base de données Google Scholar a été mise en service par Google en 2004, mais cela ne veut pas dire qu'elle n'indexe que des travaux à partir de 2004. Vous trouverez dans Google Scholar des travaux bien antérieurs à cette date, ce qui fait que vous pourrez obtenir des bibliographies très complètes de tous les travaux répertoriés. Google Scholar, dans sa fonction interrogation, offre de multiples avantages, qui est une base multilingue, dont vous pouvez faire des recherches dans des langues différentes, ce qui est fort intéressant. Vous pouvez aussi accéder au profil des chercheurs, pour savoir leurs travaux, comment ils ont été cités, ce qu'ils ont publié, etc., avec différents index qui permettent de les situer dans une certaine hiérarchie. Vous avez aussi la possibilité dans Google Scholar de travailler sur un certain nombre d'années, donc vous pouvez limiter votre recherche. Vous pouvez travailler aussi en mode expert sur le nom des auteurs, vous pouvez travailler sur les mots qui sont dans le titre du travail, dans l'ensemble de la publication, et vous pouvez aussi, bien entendu, combiner ces ensembles-là pour affiner vos recherches. Nous allons maintenant accéder au logiciel Google Scholar. Remarquez le bandeau bleu qui se trouve en haut de votre écran. Vous avez, en cliquant sur les différentes données qui vous sont proposées, des indications sur la recherche, sur les questions qui se posent à propos de la recherche, sur la couverture de Google Scholar. Vous avez aussi des informations sur les métriques. Et vous avez aussi des informations sur les différents éditeurs qui sont liés à Google Scholar ainsi que les libraries. Rentrons maintenant dans la partie recherche. Google Scholar indexe la totalité de la publication qui est indexée. Ici, faisons une recherche Palm Sugar, elle est implicite avec l'opérateur booléen AND. Et vous voyez que vous avez à la fois le terme Palm Sugar dans le titre, mais aussi dans l'ensemble de la référence. Des données sont accessibles, mais le texte coûte cher, 41,94 € pour le texte intégral. Il est donc intéressant d'avoir accès à des textes intégraux gratuits. Ceci est signalé par le terme PDF qui est proche du titre. Et vous avez à ce moment-là un exemple vous montrant comment on peut accéder à ce PDF et le stocker sur votre ordinateur. Remarquez aussi un certain nombre de noms qui sont soulignés dans les auteurs. Ces auteurs sont soulignés parce qu'ils ont leur profil créé dans Google Scholar et à partir de ce profil, s'ils le mettent à jour, on peut avoir accès à leurs publications, on peut avoir accès à leurs citations, ici avec les index, on peut voir l'ensemble de leurs citations sur leur plage d'années de publication et on peut aussi, à partir de là, avoir la liste de toutes les personnes qui collaborent avec eux. On a aussi, quand on regarde la date, sur la gauche de la date, le nombre de citations d'une publication qui est indexée. Nous avons ici un exemple avec ici une publication qui a été citée 2 fois. Si nous cliquons sur la publication, nous aurons l'indication de la citation et en cliquant sur cette citation, sur cette indication, on verra apparaître les 2 publications qui citent ce travail. Passons maintenant à l'interrogation de Google Scholar en mode expert. Pour passer en mode expert, il faut aller sur la gauche de votre écran et cliquer sur les pointillés
et accéder de cette manière-là au mode expert. Le mode expert vous permet de travailler en string search, vous permet aussi de fixer la date, le nom de l'auteur, etc. Prenons la même recherche avec le terme Palm Sugar, mais regardons-le dans le titre de l'article. À ce moment-là, vous voyez qu'on aura des résultats plus restreints, mais le terme Palm Sugar sera présent dans tous les titres de toutes les publications. Maintenant, travaillons sur quelque chose de plus fin. Prenons un domaine, par exemple les brevets, donc l'interrogation se fait en anglais la plupart du temps, et vous voyez qu'on peut aussi adjoindre un nom d'auteur, ici Henri Doux, et une plage de date qui va de l'année 2000 à l'année 2018. Ces données étant entrées dans le système, nous avons ici la réponse et vous voyez qu'on a toutes les publications d'Henri Doux dans le domaine des brevets, le terme brevet apparaissant dans les titres et vous voyez qu'un certain nombre de ces données sont accessibles gratuitement sous forme de PDF, ce qui est important. Maintenant, étant enregistré dans Google, mon profil apparaît. Vous voyez qu'il est le même que les autres, mais à une différence près, c'est que comme je suis enregistré dans Google Scholar et que je travaille sur mon profil, j'ai la possibilité de modifier ce profil pour entrer de nouvelles informations à l'intérieur ou pour en supprimer certaines qui seraient erronées. On voit aussi la liste des collaborateurs de la même manière, etc. Voilà comment on modifie un profil. Vous cliquez sur cette petite croix et vous accédez à l'introduction manuelle de données, que ce soit des publications, des conférences, des chapitres, des livres, etc. On vous guide en vous donnant les champs titres, la manière de rentrer les dates, le volume, etc. Ceci fait, c'est intéressant parce que vous pourrez mettre à jour votre profil de manière constante. On peut créer aussi avec Google Scholar des alertes, de même qu'avec Google en général. Pour créer des alertes, il faut rentrer une recherche, donc vous allez la rentrer ici, et puis il faut généralement ne pas prendre votre email classique, mais en créer un spécifique pour recevoir les alertes, parce que si vous en avez plusieurs, votre mail serait très encombré. Je choisis ici d'accéder aux 20 résultats liés à la recherche que j'aurai rentrée, et une fois que ceci est fait, je peux créer mon profil. Google Scholar offre aussi une possibilité intéressante au niveau des citations. Si l'on fait une recherche, par exemple ici, une recherche sur l'analyse des brevets, et qu'on sélectionne une référence, vous voyez que sous cette référence, il y a un certain nombre d'indications. La petite étoile que vous voyez sur la gauche sert à sauvegarder cette référence sur votre ordinateur si vous le désirez. On a ensuite accès au format bibliographique permettant de citer ce travail dans des écrits, par exemple des publications. On a ensuite le nombre de travaux qui citent cette référence et on a ainsi accès à tous les travaux citant ce travail. On a ensuite accès à toutes les références bibliographiques qui traitent d'un sujet proche du sujet qu'on a utilisé dans la recherche, c'est-à-dire l'analyse des brevets. Et enfin, on a, outre Google Scholar, les endroits où l'on peut trouver cette référence bibliographique. Effectuons maintenant une recherche dans Google Scholar. Par exemple, sur l'analyse des brevets, Patent Analysis. Cette recherche étant effectuée, on sélectionne la première référence et vous voyez qu'on a accès à la manière dont on peut citer cette référence dans différents travaux tels que des publications scientifiques. On a ensuite accès au nombre de références qui citent ce travail et on a accès à ces références soit en texte intégral s'il y a le PDF, soit simplement sous forme bibliographique. On a aussi accès à tout ce qu'on appelle les articles qui y sont reliés, c'est-à-dire dont les sujets sont proches des recherches faites dans le domaine de l'analyse des brevets. Et enfin, on a dans All Version la possibilité de retrouver les lieux, les endroits, les adresses où on va trouver le texte intégral de ce travail, parce que ce n'est pas toujours le cas dans Google Scholar. Google Scholar a aussi d'autres possibilités, et notamment la suite bureautique de Google Scholar. C'est intéressant parce que cette suite bureautique comprend Docs, c'est en quelque sorte un traitement de texte, Sheets,
c'est en quelque sorte l'équivalent d'Excel, Slide, l'équivalent de PowerPoint, et Form est intéressant aussi parce que ça vous permet de créer des formulaires qui sont nécessaires pour faire des enquêtes par exemple. L'ensemble de ces données est consultable à distance et elles peuvent être modifiées en temps réel par les utilisateurs si vous avez indiqué que plusieurs utilisateurs sont susceptibles de travailler simultanément sur ces dossiers. Il existe aussi une certaine compatibilité entre la suite bureautique Google et les produits Microsoft. Et pour plus de détails, vous pourrez consulter l'adresse internet qui est sur cette diapositive. Il est évident aussi que vous avez un certain nombre de données intéressantes partageables entre différentes applications de Google. Par exemple, Google Drive et Google Docs. Google Drive vous permet de stocker des documents gratuitement. Un espace illimité quand c'est gratuit, mais vous pouvez l'étendre moyennant un paiement mensuel. Ces documents apparaîtront aussi dans Google Docs si vous avez effectué la synchronisation. Et ensuite, une caractéristique intéressante, c'est que les fichiers qui sont en PDF, que vous rentrez dans Google Drive, sont immédiatement OCRisés, et donc vous aurez deux versions, la version PDF et la version en quelque sorte traitement de texte, ce qui vous permettra de faire du coupé-coller, et ce qui est intéressant pour utiliser les fonctions de traduction de Google. Alors, sur les ensembles bureautiques de Google, il existe une abondante littérature que vous pouvez consulter à partir de Google. Vous avez des textes, vous avez des vidéos qui vous montrent comment vous familiariser avec ces différentes applications que vous pouvez utiliser si vous travaillez en groupe, mais avec quelque chose qui est important, il faut faire attention au fait que si vous mettez des informations confidentielles, elles peuvent être disponibles chez Google et des gens peuvent éventuellement les lire, donc il faut les utiliser simplement en prenant un certain nombre de précautions.